pense que malheureusement, la violence sexuelle n'a pas de frontières. Aujourd'hui, on peut très bien l'observer dans tous les conflits, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique. En fait, cette violence sexuelle qui est utilisée dans les conflits, c'est une violence que nous vivons sous forme latente dans nos sociétés. Et je crois que nos sociétés qui sont des sociétés patriarcales, machistes malheureusement, en fait, utilisent différentes méthodes pour pouvoir garder les femmes sous contrôle et donc pouvoir les exploiter, les abuser, violer leurs droits et leur imposer la loi du silence. Et malheureusement, lorsqu'un conflit éclate, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de loi. Là, ça devient beaucoup plus visible. C'est une réalité que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo, car la guerre que nous connaissons, ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas une guerre de fanatiques religieux, ce n'est pas une guerre entre les États, c'est une guerre pour contrôler les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, spécialement le coltan qui est utilisé dans le téléphone mobile ou dans nos laptops, et ces matériels pourtant qu'on pouvait avoir facilement, de façon transparente, mais en fait on a préféré pouvoir l'obtenir par la violence. Et cette violence, malheureusement, s'est faite sur le corps des femmes, et le corps des femmes qui est devenu, dans cette région, un champ de bataille où les femmes subissent des atrocités, des barbaries indescriptibles. Je crois que détruire la femme, en fait, spécialement en Afrique, c'est détruire toute l'économie, puisque l'économie de l'Afrique est portée par les femmes. Mais également, ce sont les femmes qui cimentent la famille. Et donc, lorsque vous détruisez la femme, vous détruisez également la famille qui est la cellule de la nation. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que lorsque les femmes sont violées en public, lorsqu'elles subissent des atrocités, des barbaries qui portent sur leur appareil génital publiquement. Elles sont violées par plusieurs personnes à la fois. Non seulement on détruit leur capacité de procréer, mais également il y a une telle humiliation que la famille se disloque. Et lorsqu'on a une dislocation de la famille, les tissus sociaux se détruisent et donc ça devient beaucoup plus facile de pouvoir assujettir les populations locales puisque lorsque on n'a plus de cohésion sociale, on ne peut plus s'organiser pour résister. Et donc je crois qu'une fois que ces ciments sautent, il n'y a plus rien pour empêcher les agresseurs de jouir de toutes les richesses naturelles. Donc, détruire la femme, c'est vraiment une voie de conquérir, en fait, des territoires. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est une arme qui marche très, très fort, une arme moins chère, mais très efficace, l'usage du viol comme arme de guerre. Ben, là, je reviens de la Colombie où j'ai pu rencontrer les femmes péruviennes et les guatémaltèques. Et je crois que dans cette conférence, ce que j'avais observé, c'est effectivement ce caractère universel de la violence qui est faite aux femmes pour le contrôle du pouvoir, le contrôle des richesses, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ferait beaucoup plus attention par rapport à l'usage de cette arme, puisque finalement, quand vous voyez le résultat de cette arme, c'est une destruction très très profonde de notre identité et même la destruction de notre propre humanité. Ceci étant, je trouvais quand même, par exemple en Amérique latine, qu'il y avait des femmes qui étaient organisées, qui se battent. J'ai rencontré des femmes âgées de plus de 80 ans qui se sont battues depuis 30 ans pour que justice soit faite. Il faut absolument que ces crimes soient réprimés de la manière la plus forte. Et c'est lorsque nous réunirons tous nos forces pour lutter contre ces crimes que finalement, peut-être on peut commencer à réduire ces violences qui sont commises sur les femmes. Je crois qu'il faudrait absolument qu'aujourd'hui, on puisse d'abord comprendre que
on ne peut plus continuer à considérer comme le viol comme si c'était un tabou dans une société en paix. Il faut en parler. Il faut absolument qu'on fasse sauter tous les obstacles qui font que cette question n'est pas discutée ouvertement dans les sociétés en paix. Ça, pour moi, c'est une chose très, très importante. La deuxième chose, je crois qu'il faut un engagement des filles et garçons, il faut un engagement des hommes et des femmes pour comprendre que la question des violences sexuelles, ce n'est pas une question uniquement des féministes ou des femmes engagées, c'est une question qui concerne notre humanité commune et on ne peut pas continuer à tolérer que ça se passe comme aujourd'hui ça se passe, où les femmes doivent s'expliquer, où ce sont les victimes qui doivent apporter les preuves, où ce sont les victimes qui doivent toujours prouver qu'elles ont été victimes. Il faudrait que ça s'inverse et que plutôt ça soit le bourreau qui puisse apporter des preuves qu'il n'avait pas commis les crimes. Et troisièmement, je crois qu'il faut un engagement beaucoup plus important au niveau des lois. Je trouve qu'on ne fait pas encore assez. Il y a 2 ans, nous étions réunis à Londres dans une conférence qui avait comme mission mettre fin aux violences sexuelles en période de conflit. C'était une initiative très très intéressante où 140 pays ont signé le protocole to End Sexual Violence in Conflict. Mais après cette conférence, on a fait des déclarations, mais on n'a pas eu de recommandations qui devraient être des recommandations fortes. Aujourd'hui, je crois qu'il est très important qu'au niveau de la loi, on puisse avoir des lois qui sont strictes, nationales, mais aussi sur le plan international, pour que ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, ceux qui utilisent le viol comme arme de guerre, puissent subir en fait de répression qui irait par exemple aller refuser tout simplement les visas dans 140 pays qui ont signé le protocole. Ça serait un fait qui serait marquant. Si on leur interdit par exemple d'avoir des biens à l'extérieur donc de leur pays, et ça pourrait avoir un effet décourageant. Et enfin, je crois que des personnes qui ont utilisé cette méthode dans les conflits armés ne devraient pas participer, par exemple, à toutes les conférences internationales. Pourquoi on doit les serrer les mains, les gens qui salissent notre humanité? Et je crois que ce sont des mesures qui ne coûteraient pas grand-chose, mais qui seraient dissuasives contre toutes les personnes qui essayent d'utiliser le corps des femmes comme un champ de bataille ou utiliser le viol comme arme de guerre. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un message d'espoir, puisque je disais là, j'étais très impressionné par les femmes colombiennes, par exemple, et j'avais dit aux femmes colombiennes, vous devriez être des survivantes qui feraient la révolution mondiale des survivantes pour que finalement les tabous tombent. Puisque je considère que les tabous consistent, en fait, c'est une stratégie pour entretenir les femmes dans cet état d'esclaves sexuels perpétuels. Mais lorsque les tabous tombent et que on change la stigmatisation, que les stigmas aillent vers plutôt le bourreau qui est vers la victime, je pense que ça serait un début de changement. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des pays de plus en plus qui acceptent de parler publiquement, faire tomber ces masques, et ça c'est vraiment un message d'espoir. Et je crois que si ces tabous tombent, l'espoir est pour demain.